Cher public, je suis heureux de voir autant de gens dans cette salle parce qu'à une époque où, en tendance générale, ce ne sont plus que les miroirs qui réfléchissent, de voir qu'il y a des gens qui arrivent encore à utiliser leur cerveau pour éventuellement penser par eux-mêmes, sans utiliser l'intelligence artificielle. Je vous garantis que tous mes livres sont écrits absolument avec 0% d'intelligence artificielle. Je me refuse absolument à cet exercice. Et j'ai remarqué, par exemple, quand je protège mes chansons à la Suiza, ils ont maintenant une nouvelle rubrique. Vous devez dire si vous avez écrit entièrement votre texte ou partiellement avec l'intelligence artificielle, ou bien si vous avez utilisé l'intelligence artificielle. Je vais me plaindre, j'ai envoyé une lettre, parce que je veux une rubrique où il s'est écrit c'est 100% sans intelligence artificielle, parce que de dire vous avez entièrement écrit le texte vous-même, ou partiellement, ça veut dire quoi partiellement? 80%, 90%, 10%, c'est quoi? C'est scandaleux. Donc je suis mis, moi qui écris encore mes textes totalement moi-même, avec mon cerveau complètement malade, évidemment, PC créatif, de voir que je suis mélangé à ceux qui font écrire la machine. Je trouve que c'est scandaleux d'avoir ça, formuler ça de cette manière. Donc, mais bon, on va voir ça plus loin. Alors, oui, je ne savais pas. Donc, ce qui m'a juste inquiété, c'était le cercle Rousseau. J'ai été 30 ans de ma vie enseignant. Je ne peux pas dire que Rousseau a été très favorable à l'évolution de l'éducation nationale en France ou de l'école suisse, parce que dès le moment où l'enfant naît bon et parfait, et puis que c'est la société qui le pervertit, à mon avis, on est très mal parti pour faire une éducation de qualité. Donc c'était un peu le souci. Si ça avait été cercle Voltaire, alors là, évidemment, pas de problème, j'aurais eu moins de soucis. Mais je vois que c'est uniquement parce que ce philosophe a eu le bonheur d'être suisse d'origine, et donc il fallait trouver un nom d'un philosophe suisse roman, et on a pris Rousseau, si j'ai bien compris, c'est un peu ça la motivation. Bien. Eh bien, je vais faire un exposé qui commence de manière philosophique, ensuite ce sera évidemment politique, et une dernière partie un peu littéraire. Je vais vous lire quelques petits extraits de ce Animalia, qui essaye de décrire certaines des dérives de notre civilisation actuelle. Je commence par un texte que certains d'entre vous connaîtront peut-être, mais je tiens quand même à le lire parce qu'il est pour moi fondamental. Ce texte a été publié en 1882, il est de Friedrich Nietzsche, et c'est ce fameux texte dans le Gai Savoir, L'insensé. Je vous lis le texte parce que vraiment, c'est quelque chose, par exemple, que je faisais avec mes élèves, je ne ratais jamais ce texte, jamais, parce que c'est pour moi fondamental pour comprendre ce qui s'est passé par la suite. Donc, n'avez-vous pas entendu parler de cet homme insensé qui, ayant allumé une lanterne en plein midi, courait sur la place du marché et criait sans cesse « Je cherche Dieu, je cherche Dieu !» Et comme là-bas se trouvaient précisément rassemblés beaucoup de ceux qui ne croyaient pas en Dieu, il suscita une grande hilarité. « L'a-t-on perdu ?» dit l'un. « S'est-il égaré comme un enfant ?» dit un autre. « Ou bien se cache-t-il quelque part ? A-t-il peur de nous ? S'est-il embarqué ? A-t-il émigré ?» Ainsi criaient et riaient-ils tous à la fois. L'insensé se précipita au milieu d'eux et les perça de ses regards. « Où est Dieu ?» cria-t-il. « Je vais vous le dire, nous l'avons tué, vous et moi. Nous sommes tous ces meurtriers. Mais comment avons-nous fait cela? Comment avons-nous pu vider la mer? Qui nous a donné l'éponge pour effacer l'horizon tout entier? Qu'avons-nous fait en désenchaînant cette terre de son soleil? Vers où roule-t-elle à présent? Vers quoi nous porte son mouvement? Loin de tous les soleils? Ne sommes-nous pas précipités dans une chute continue? Et cela en arrière, de côté, en avant, vers tous les côtés? Est-il encore un haut et un bas? N'errons-nous pas comme à travers un néant infini? Ne sentons-nous pas le souffle du vide? Ne fait-il pas plus froid? Ne fait-il pas nuit sans cesse et de plus en plus nuit? Ne faut-il pas allumer des lanternes dès le matin? N'entendons-nous rien encore du bruit des fossoyeurs qui ensevelissent Dieu? Ne sentons-nous rien encore de la putréfaction divine? Les dieux aussi se putréfient. Dieu est mort. Dieu reste mort. Et c'est nous qui l'avons tué. Comment nous consoler, nous, les meurtriers suprêmes, ce que le monde avait possédé jusqu'alors de plus sacré et de plus puissant s'est vidé de son sang sous nos couteaux? Qui essuiera ce sang de nos mains? Quelle eau lustrale pourra nous purifier? Quelle solennité expiatoire, quel jeu sacré nous faudra-t-il inventer? La grandeur de cette action n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne nous faut-il pas devenir nous-mêmes des dieux pour paraître dignes de cette action?
Il n'y eut jamais d'action plus grande. Et quiconque naîtra après nous appartiendra, en vertu de cette action même, à une histoire supérieure à tout ce que fut l'histoire jusqu'alors. Ici, l'homme insensé se tut et considéra à nouveau ses auditeurs. Eux aussi se taisaient et le regardaient sans comprendre. Enfin, il jeta sa lanterne au sol, si bien qu'elle se brisa et s'éteignit. « J'arrive trop tôt, dit-il ensuite. Mon temps n'est pas encore venu. Cet événement extraordinaire est encore en marche et voyage. Il n'est pas encore parvenu aux oreilles des hommes. Il faut du temps à la foudre et au tonnerre, il faut du temps à la lumière des astres, il faut du temps aux actions après leur accomplissement pour être vues et entendues. Cette action-là leur est encore plus lointaine que les astres les plus lointains. Et pourtant, ce sont nous qui l'avons accomplie. On rencontre encore que ce même jour, l'homme insensé serait entré dans différentes églises où il aurait entonné son Requiem aeternam Deo. Jeté dehors et mis en demeure de s'expliquer, il n'aurait cessé de répéter « À quoi bon ces églises si elles sont les caveaux et les tombeaux de Dieu ?» Voilà un vaste programme. Tout est dit. Je crois qu'il a vu venir un vrai prophète, 1882. Tant qu'il est aussi, je dirais, précurseur qu'Alexis de Tocqueville avec de la démocratie en Amérique en 1830. Donc c'est un peu du même acabit. Des gens qui, en réfléchissant sur la situation présente, arrivent à imaginer les dérives inévitables que cela suscitera. Donc c'est assez exceptionnel. Eh bien, il y a encore quelque chose de troublant dans toute cette histoire. Je tiens quand même à vous le faire remarquer. Nietzsche a écrit ce texte, on a publié ce texte en 1882, et en 1889, il sombre dans la folie. Donc, vous savez, la fameuse scène où il s'accroche au col d'un cheval, parce qu'il est battu par le palefrenier, donc il embrasse le cheval, et puis à partir de là, il va vivre encore jusqu'en 1900, où il va décéder, mais dans un état d'hébétude. En 1889, hier, c'était lundi 20 avril. Le 20 avril 1889, ça vous dit quelque chose? Ça devrait. C'est la naissance de l'Antéchrist. Adolf Hitler naît le 20 avril 1889. Au moment où Nietzsche sombre dans la folie, l'Antéchrist annoncé par lui voit le jour. Pas mal, hein, quand même. Coïncidence des chiffres. Bon, on peut dire c'est le hasard, mais bon, quand même. Et dites-vous bien encore une autre chose, que ce fameux Antéchrist, comme le craignait Nietzsche, a gagné. Il a gagné. Vous croyez tous qu'il a perdu la Deuxième Guerre mondiale? Absolument pas. Le diable triomphe toujours dès le moment où nous utilisons ses moyens pour faire triompher le bien. C'est ça le triomphe du diable. Or, franchement, passer du chambre à gaz à une chambre à Gaza, je ne vois pas tellement la grande évolution qui a eu lieu. Et donc, lorsque les vainqueurs de 1945 se comportent de la même manière que celui qui fut vaincu en 1945, on se pose la question si son grand triomphe, ça n'a pas été de passer le virus à toute cette équipe qui croyait avoir triomphé de lui. Ça m'inquiète beaucoup quand je vois ce qui se passe dans le monde. Alors, je vais vous faire le passage, donc, la partie politique en trois parties. D'abord, la situation internationale. J'ai esquissé un peu les choses. Les deux camps, l'Occident, l'arbre aux racines coupées, en face, les anciennes civilisations, un arbre encore enraciné pour l'instant, et puis ensuite la Suisse là-dedans, en sandwich. C'est un peu les idées. Donc, si vous voulez, je me base pour faire tout cela sur les émissions que j'ai tous les vendredis, tous les c'est quoi? C'est le jeudi matin, entre 7h15 et 8h sur GPTV, c'est Géopolitique Profonde. Borowski, Stocker, donc c'est une télévision libre. Ils ont été fondés il y a 3 ans, ils sont déjà à 500 000 abonnés actuellement. Abonnés, pas des clics ou des followers, c'est vraiment des abonnements. C'est une télévision internet, c'est pour cette raison qu'ils sont pas... Parce qu'avec ce que je raconte sur cette chaîne télévision, je me suis toujours étonné de ne pas avoir été encore censuré. Donc, parce que quand j'avais fait les 2 films contre la vaccination là, au niveau du Covid, enfin l'obligation en tout cas, le non-choix, le premier film, il a tenu 3 jours. Le deuxième, il a tenu 2 heures. Donc... Là, apparemment, ils ne peuvent pas agir parce qu'ils n'ont pas besoin de concessions, c'est Internet, donc c'est plus difficile.
Mais on verra. Qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'avec le succès qu'ils ont, j'ai bien peur que les instances politiques seront tout à coup très attentives à ce qu'il se dit là. Alors, l'Occident, l'arbre aux racines coupées. Regardez ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. On se dit Trump, il est fou. On se dit l'Occident est fini, etc. Oui. Les présidents américains passent. L'agenda reste, quel que soit le président. C'est l'agenda reste. Et le premier qui nous avait averti, c'était Eisenhower. Eisenhower l'avait dit. Ensuite, il y en a un qui a payé Stapo, c'était Kennedy, parce qu'il n'a pas su lire les signes sur le mur. Et Trump, il a suscité un certain espoir. Moi, franchement, j'étais assez trumpiste pendant la campagne. Et la déception est d'autant plus grande. Mais il y a un agenda qui s'appelle le Grand Israël. Soyons très clairs, c'est que ça. Donc actuellement, si vous croyez qu'ils sont en train de négocier, détrompez-vous, ce ne sont absolument pas des négociations, c'est du fake. C'est juste que les deux camps, ils se sont dit, on va faire une petite pause pour refourbir nos armes, puis se retaper sur la gueule tout de suite après. C'est garanti, je ne vois pas ça finir autrement. Parce que quand on envoie le beau-fils du président et puis Witkoff pour aller négocier, Kouchner-Witkoff, c'est Laurel et Hardy des temps modernes, accompagné pour faire bien avec le vice-président, puis ensuite on a vu comment ça s'est passé, tout à coup les Américains rompent toc-toc-pistir, qu'en fait ils n'ont absolument pas tenu ce qu'ils avaient comme accord. On peut aimer les mots là ou pas, moi vous savez j'ai quand même été le fer de lance de l'initiative contre les minarets en Suisse, donc c'est pas que je suis un amoureux de l'islam. Mais ce qui est juste, il faut quand même... Et je commence à trouver que les mollahs ont étonnamment de l'humour. Quand vous voyez les petits films légaux qu'ils font sur Donald Trump et les Américains, c'est quand même assez hilarant. Donc, ils sont peut-être moins cons que ce que je pensais. Donc, apparemment, il ne faut peut-être pas les sous-estimer, les gars-là. Hein. Il y a le Deep State, et tout ce programme avait été annoncé. Vous vous souvenez peut-être du livre... Brzezinski, le grand échiquier, tout est... Mais c'est marrant parce qu'en plus, ils donnent le programme à l'entrée. Donc, il suffit juste de lire et d'étudier la chose, et puis on voit à quelle sauce on sera mangé. C'est comme le fameux Klaus Schwab. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Quand quelqu'un vous dit comme ça, je vous inquiéterai quand même. Lui, il avait publié Covid-19, The Great Reset. Ah, ça, je me souviens. J'ai lu The Great Reset. Le Covid est une chance. Nous allons pouvoir réformer la société humaine. Eh bien, merci. On a vu, on a déjà donné, c'est bon. OK. Alors, le grand échiquier aussi, il avait annoncé c'est la géopolitique des Américains avec Israël. Donc, on nous fait croire que c'est good guy, bad guy. Mais ce n'est pas du tout. C'est un même combat, soyons clairs. Pour ça, qui finance tout ça, on sait qui. Il y a en plus un aspect messianique. Les protestants américains, là, ils ont toujours eu un peu ce côté nous sommes les policiers du monde, investis pour une sorte de pouvoir divin, de faire régner la paix sur cette planète. On a vu la paix qu'ils ont fait régner, nom des dieux. Alors, puis de la Deuxième Guerre mondiale, le seul bonheur qu'il y a, c'est qu'ils aient rarement... Si, ils ont gagné contre Grenade et puis en Panama, c'est tout. Le reste, ils ont perdu. Donc, c'est parfaitement irrationnel. Alors, quand on voit Trump qui dit « il faut détruire cette, comment dire, il disait là, cette théocratie iranienne, et puis lui, il est entouré là, par les gars qui sont là avec leurs mains pour lui, Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. Oui, on se dit, c'est quand même l'Église qui se fout de la gueule de la charité. Là. Bref, c'est le monde absurde dans lequel on vit. Tu te dis, attends, on est dans les Muppet Show. Non, c'est la réalité. Vous en redemandez qu'à ouvrir les nouvelles. Et le roi, cependant, là, ce qui a changé, c'est qu'avec l'Alzheimer qu'ils avaient avant, les choses étaient un peu plus masquées, disons. Il était plus polissé. Bon, il faut dire qu'il oubliait d'un moment à l'autre. Mais celui-ci aussi, lui, il fait le poisson rouge, l'autre, il avait Alzheimer. C'est à peu près la même chose. Et le roi est nu. Et le roi est nu, pourquoi? Parce qu'ils ont fait deux guerres en même temps. Eh ben, c'est ça qui est un peu ennuyeux pour eux. Il y a la guerre en Ukraine et on voit le narratif sur la guerre en Ukraine. Puis ensuite, il commence à Gaza. Puis on voit le narratif concernant Gaza. Puis on se dit, mais attends, enfin, pas l'Occident, puisque, vous savez très bien, la CIA, l'OTAN dicte à AFS, Reuters, ce qu'il faut écrire dans les journaux, hein, puis ensuite, c'est copier-coller. Il y a des merveilleux films là-dessus, vous voyez les nouvelles qui passent le soir, et toutes les télévisions ont les mêmes phrases. Toutes les mêmes phrases. Donc vous savez qu'il y a une source.
Donc ça, c'est pour cette raison, je ne lis plus les journaux, ça fait 15 ans que je ne regarde plus la radio suisse romande, ni la télévision. Je peux me faire sucer le cerveau, puis je paye encore une redevance pour ça, donc c'est vraiment fantastique. Hein. Au moins, les gens d'habitude dans les prisons, ils ne payent pas pour leur... Mais nous, on paye encore. Ça, c'est vraiment fort. Mais le roi est nu, parce qu'il y a 70% de la planète qui ne sont pas des gens de l'Occident. Une majorité d'ailleurs, et qui, eux, ne se font plus d'illusions. Alors nous, qui étions les détenteurs de la démocratie, des droits de l'homme, avec ces fameuses valeurs, tout ça, hein, on se gaussait, hein, nous allons répandre cette bonne parole dans le monde. Quand je me souviens, Joseph Borrell qui disait l'Europe est un jardin, l'Occident est un jardin, et le reste du monde est une jungle. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. J'ai montré ce que ça donne quand on essaie de transformer la jungle en jardin. Ça donne une nature morte. Vous allez voir. Je vais vous lire quelques extraits après. Bien. Donc, le roi est nu. Ouais, on a compris. C'est un double discours. Ça n'a rien à voir. On voit que des populations civiles sont massacrées à haute dose. Du côté des bombardements, quand vous voyez le nombre de missiles que les Russes envoient sur l'Ukraine, et combien il y a peu de victimes civiles. Il n'y en a quasiment jamais. Il y a de temps en temps un blessé. Mais c'est comme si eux, c'était les criminels suprêmes. Et le diable, il est à Moscou. Tout le monde sait ça. Et puis, alors, de l'autre côté... la faute, allez-y, on démonte tout, là maintenant ils veulent annexer le sud Liban et tout le bordel, enfin c'est le grand Israël, c'est ça ou mourir. Derrière tout ça, il y a évidemment le fric, le dieu Mammon qui dirige, et il y a un contrôle de la société occidentale, et ça c'est une des dérives qui est de plus en plus perceptible, les arts et les lettres, donc la culture, on a abandonné ça à la gauche, bien pensante, les médias. Vous n'êtes plus dans la recherche de vérité. Donc, un journal, c'est plus des faits qui sont énoncés. C'est un narratif dominant. Et une chose est vraie si elle domine. Si vous maîtrisez l'appareil médiatique et que vous êtes dominant dans votre narratif, un narratif, c'est une histoire qu'on raconte. Trump, il est très fort. Alors, il est fantastique. Mais lui, il raconte 10 histoires en même temps, donc ça devient un peu pénible. Mais quand même, il y a un narratif. Et puis si vous avez les moyens d'imposer ce narratif, bah vous détenez la vérité. Ça n'a plus rien à voir avec la distinction entre le vrai ou le faux. Mensonge et vérité n'existent plus. C'est uniquement le narratif qui s'impose. Santé sociale, partout où les gens sont dépendants, évidemment, c'est là qu'on peut psychologiquement plus facilement les influencer. Dans l'éducation, alors ça je l'ai vécu. Ces fameuses réformes qui nous venaient du Comecon, qui étaient infiltrées dans l'école québécoise, qui sont entrées ensuite sur l'Europe, ces fameuses thèses, tout le monde est Mozart. Et moi, prof, je suis le coach, je vais coacher tous ces Mozart. Je dis, oui, mais les Mozart, ils produisent rien. Non, mais ils sont Mozart. Il suffit qu'ils soient Mozart dans l'âme. Nous n'avons même pas besoin de l'exprimer. C'est chacun, il a... Non, attends, foutez de ma gueule ou bien... vous sortez le bouquin, vous faites d'abord votre alphabet, puis ensuite vous apprenez à aligner 2 phrases, 2 mots, et à commencer à réfléchir, et puis acquérir les bases fondamentales qui sont les 2 piliers, les mathématiques, et puis la langue, en tous les cas maternelle déjà. Souvent ils ne savent pas les langues étrangères. Pourquoi? Parce qu'ils ne maîtrisent même pas le français. Donc comment voulez-vous qu'ils maîtrisent l'allemand et l'anglais? Évidemment. Et je vois combien le niveau scolaire a baissé ces dernières années. Alors ça, je suis bien placé pour le dire. J'étais même chef du département. Et quand j'ai voulu... Alors, je me souviens le scandale que j'ai fait le jour, parce qu'ils avaient une lecture obligatoire. Ça s'appelait Même pas peur. Ah ouais, d'accord. Alors, il y a une mère, une famille, qui m'envoie le bouquin, me dit, mais regardez voir ce que nos gamins ils disent à l'école. Lecture obligatoire. Je lis l'opuscule en question. Et des choses pareilles. C'est une gamine qui voulait devenir vampire, puis sa maman l'encourageait à bouffer des légumes pourris, des trucs comme ça, tout pour qu'elle devienne vampire. Donc il fallait, vous voyez, c'est Rousseau. L'enfant, son génie, il faut le soutenir. Hein. On est juste le coach du génie propre du gamin. Donc voilà. Alors, je me suis dit, non, ça va pas. Alors j'ai fait venir le chef de service, je lui ai dit, non, c'est quoi cette merde? On ne peut pas quand même faire lire ça. Là. C'est une insulte à l'intelligence. En plus, c'est mal écrit. C'est nul. Tu vas vite fait me mettre, on va faire un classeur pédagogique obligatoire. Tout élève valaisan qui sort de l'école obligatoire doit avoir lu Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Vous auriez vu le scandale dans les médias. Oh, mon Dieu. Parce que je contraignais à lire Le Petit Prince de Saint-Exupéry. Un des bouquins les plus lus au monde.
les plus populaires avec eux, hein, et on ne veut bien qu'avec le cœur, hein, puis le petit renard, il faut le dompter, hein, tous les jours il s'approche. Donc une leçon de vie exceptionnelle me fait démolir. C'était pas à cause du Petit Prince, c'était à cause de moi, donc, évidemment, mais quand même. Même quand tu as une bonne idée, ça devenait, de toute façon, c'était nul, quoi. Bref, juste pour dire. Et nous sommes passés, et ça, Alexis de Tocqueville l'avait bien expliqué dans De la démocratie en Amérique, nous sommes passés à une république des sponsors. Donc, lui disait, sa thèse de base, c'était de dire, il y aura un conflit qui se fera automatiquement dans la démocratie entre l'égalité et la liberté. Et à un moment donné, l'égalité prendra le dessus, et la liberté va disparaître. Parce que si vous ne pouvez pas aller voir les deux. C'est pour ça que le socialisme est un oxymore à la base. Donc vous ne pouvez pas voir égalité, liberté, égalité, fraternité. Bon, fraternité, ça coûte rien. Ok, on peut mettre de côté. Liberté, égalité. Non, ça ne va pas, c'est un oxymore. C'est l'un ou l'autre. Tu ne peux pas avoir, rechercher la liberté et ne pas entacher sur l'égalité, ou alors créer l'égalité puis diminuer la liberté. C'est flagrant. Donc, et lui avait très bien vu ça. Il a dit, à un moment donné, on va arriver à quelque chose qui sera quelque chose comme une sorte de... Ce sera autoritaire, totalitaire, doux. Il n'avait pas de terme pour ça. Et donc, il ne voyait pas le nazisme ou le communisme dur. Il voyait plutôt ce que nous vivons maintenant. En ce sens aussi, si vous lisez Brave New World de Aldous Huxley, qui a été écrit 20 ans avant 1984 de George Orwell, Aldous Huxley est plus moderne que George Orwell. George Orwell, il parle à ce moment-là déjà de dictature du passé. Aldous Huxley, il projette des dictatures qui étaient encore à venir. Donc Huxley est plus moderne, si vous observez la société dans laquelle nous vivons, il est plus moderne que George Orwell. Bon, il y a des aspects de George Orwell qu'on retrouve aussi. Hein. Je ne veux pas diminuer la valeur de ce qu'il a écrit. Hein. Mais voilà. Donc, on a aux États-Unis, c'est très fort, mais chez nous aussi, c'est la République des sponsors. C'est les oligarchies qui règnent. Vous croyez que c'est des démocraties? Ce n'est pas des démocraties. Aucun dirigeant européen, ou très peu, je pense qu'il y a vraiment très peu, tout au début, peut-être un type comme De Gaulle, oui, lui il a échappé à ça. Mais sinon, la plupart des dirigeants européens ont dû passer par un adoubement par les Américains. Donc aucun des dirigeants européens n'a jamais été élu sans avoir l'accord des Américains, sauf une exception près, parce qu'on ne pensait pas qu'ils pouvaient gagner, c'est Flamby. Hollande... alors évidemment, sa nullité l'a sauvé. Donc on l'a dit, il est tellement nul, ça ne sert à rien de l'acheter, quoi. Il va perdre. Eh ben, ils avaient démoli Strauss-Kahn. Ils se sont dit, c'est bon pour Sarko. Hein, Sarko était des Américains. C'est bon, il est bon. Eh bien, Flamby a réussi à gagner. Bon, donc là, évidemment, M. Mobilet, ça leur a fait perdre 4 ans. Mais lui, je pense qu'effectivement, il n'a pas été acheté par les Américains. Donc c'est à peu près le seul. Donc sinon, les autres, en tout cas celui qu'il y a maintenant, ça me semble quand même assez évident. Bref. Quelle est l'intention de toute cette démarche? Pourquoi la République des sponsors? Donc, pourquoi on achète ces gens-là? Mais il y a un but beaucoup plus pernicieux que d'en faire ses pantins, etc. Ça, c'est clair. Qui paye comment? Moi, j'ai vu au Parlement, le gars à côté de moi, il avait... je me souviens, il s'appelait Randegger, il était dans Novartis, le conseil d'administration, 300 000 balles par année, et il avait tout préparé. Donc il intervenait uniquement quand ça touchait la pharma de Bâle, puis il y avait l'entête Novartis, puis il y avait tous les amendements qui étaient préparés. Il n'avait même pas besoin de bosser. Il est assis à côté de moi, le type. Et c'est un représentant du peuple. Ah, c'est extraordinaire. Un représentant du peuple. Novartis, c'est le peuple. C'était ça, à côté de moi. Donc, je l'ai vu de mes yeux, donc... ça, c'est pas du on-dit, c'est pas des théories de complot, je l'ai vu. Et le gars, il venait que sur ces thèmes-là. J'ai jamais vu intervenir autrement. Bon, vous voyez que la démocratie suisse aussi, c'est pas toujours... mais il y a quand même encore un certain nombre qui ne sont pas achetés, mais ils deviennent de moins en moins nombreux. Non, alors le but, c'est pas simplement d'avoir des gens à sa botte, c'est de discréditer la démocratie par la perversion du personnel. Parce qu'ils sont tellement nuls. Non mais regardez, la trilogie actuelle, Macron, Starmer et Merz. Tu te dis, c'est pas vrai, c'est pas possible. Autant de nullité sur un tas, ça doit être un programme. Même en faisant exprès, tu peux pas. Eh bien si, ça existe. Eh bien, c'est parfait, parce que la démocratie, évidemment, quand même, le poisson commence à puer par la tête.
Et donc, on s'aperçoit que tout à coup, les institutions sont perverties, ça ne marche pas bien, ça ne fonctionne pas. On nous avait promis que le projet européen, ce serait le bien-être pour tout le monde. Oh, la libre circulation, tout le monde va s'enrichir. Donc, on sait très bien que c'est une spirale des salaires vers le bas, et puis les plus pauvres sont compensés par des plus pauvres qu'eux, puis finalement, on finit tous dans la merde. Non, mais c'était quand même prévisible au départ. C'est pour ça que je me suis toujours battu là contre. Eh bien, en discréditant la politique par la mauvaise qualité du personnel, on peut dire, mais regardez, la politique ne fonctionne pas. Parce qu'on ne veut pas de politique. On veut une gestion technocratique du monde. Klaus Schwab, faut lire, Great Reset. Donc des spécialistes. Ces gars avec la grosse tête, là, avec le cerveau qui fonctionne. Ouais. Je veux dire, on rappelle quand même que l'inventeur de la solution finale, Heydrich, il devait avoir un quotient intellectuel, je crois, de 140. Si ça sert à ça, de 140 de quotient intellectuel, ben, je préfère encore un mongoloïde. Honnêtement, il y a moins de risques. Pour dire. Alors, vous avez un autre exemple, alors c'est Trump. Alors le Trump, c'est extraordinaire. Lui, c'est le poisson rouge. Vous savez, le poisson rouge, il a, je crois, 9 secondes de mémoire. Donc, chaque fois qu'il fait un tour du bocal, le monde est nouveau. Pour Trump, c'est la même chose. Vous avez vu? Il ne se souvient pas des phrases qu'il a dites juste. Il tourne, une nouvelle phrase. Il tourne, il en fait une. Il retourne. Et le type, il se renouvelle tout le temps. Frère, c'est complètement débile, ça ne veut plus rien dire. Plus personne n'écoute ce que Trump dit. Ça ne sert à rien de l'écouter, ça ne veut rien dire. C'est vraiment extraordinaire. Non mais Caligula et Néron, à côté, c'est des gamins. C'est fabuleux. Poisson rouge. Zéro mémoire, zéro histoire. Et il se targue de ne pas lire. Ah non, mais lire, lire. Mais voyons, qui va se rabaisser à lire dans ce monde moderne? Il faut décider, il faut agir, mais pas lire. Ben, s'il avait lu, il aurait évité peut-être de faire certaines erreurs, mais peut-être qu'elles sont voulues. Hein, je peux pas, j'ai encore le bénéfice du doute. Il est dans l'immédiateté du poker. Poker menteur. Poker, il n'y a pas de stratégie. Vous êtes dans l'immédiateté. Vous êtes dans le présent. Donc il n'y a pas de stratégie. Il faut juste arriver à rouler dans la farine de l'autre en face. Et ça, il le fait bien, ça faut dire. Pas mal. Comme acteur, je dirais. D'ailleurs, il se prête bien pour les caricatures et tout ça. Donc, un clown sanglant, mais un clown. Zéro mémoire, zéro histoire, pas de continuité. Et c'est dramatique parce que le mouvement de la vie, qu'on le veuille ou non, c'est la forme sonate. Chaque œuvre d'art musicale est construite sur ce principe-là, en tout cas la musique classique, en tous les cas, mais même les autres. Moi, je fais de la musique, c'est ça. Un poème, c'est ça. Un texte, un article. Votre vie, tout dans la vie, c'est la forme sonate. Ça commence comme ça, point culminant, puis ça redescend. Votre vie, c'est ça. Moi, je suis maintenant là déjà, vous voyez, il ne reste plus dangereux. Je sais ça, mais je l'accepte, parce que ça fait partie du jeu. Et je me dis que même si la peau de chagrin se réduit, bah, ce n'est pas la surface de la peau de chagrin qui en fait la qualité, c'est peut-être la profondeur qu'il y a sous la peau. Et que même avec la peau d'un timbre poste, vous arrivez encore à ressentir des choses incroyablement profondes, pour peu que vous acceptiez l'existence d'une verticalité spirituelle dans votre vie. Alors si vous êtes évidemment matérialiste athée, c'est la grandeur du tapis qui vous intéresse. Et plus le tapis est gros, plus vous allez vous le rouler dedans. Mais voilà le problème. C'est qu'on a de plus en plus de marchands de tapis qui veulent des gros tapis. Puis qui n'ont pas compris, bah, le tapis, tu vois, il rétrécit, c'est comme ça, c'est dans la vie, c'est la forme sonate, c'est comme ça. Et non, on n'accepte pas, alors on va créer une sorte de bombardement d'instantané pour les cerveaux humains. Vous voyez, regardez sur cet appareil-là. Vous êtes bombardé, il se passe toujours quelque chose. Et vous n'êtes plus que, comme le poisson rouge, dans l'immédiateté. Comme Trump, dans l'immédiateté. Et vous avez une sorte d'impression d'intemporalité. Mais l'intemporalité, ce n'est pas l'éternité. Ce n'est pas l'éternité. C'est un succès d'année, c'est une sorte de remplacement, de bas étage, mais ce n'est pas l'éternité. Je vous donne un exemple des dérives de ce... pour dire que c'est pas... j'invente rien. Si vous prenez le cas de quelqu'un que j'apprécie énormément, qui aussi passe sur la même chaîne télévisuelle que moi, il a été interviewé déjà 2 fois, c'est le cas de Jacques Beau, qui perd complètement tous ses droits civils, etc. Et c'est une procédure extrajudiciaire. Donc il n'a pas de voie de recours réellement parce qu'il n'est pas condamné, parce qu'il n'a pas commis de crime. Si c'est le crime de pensée. Lui, il a réfléchi avec sa propre tête. Et donc, on dit bien, c'est une mesure politique, éducative,
pour apprendre à ce type ce qui est vrai. D'accord? Tu vas penser juste. Tu dis que les Russes sont en train de gagner. Non, les Russes sont en train de perdre. Répète après nous. Les Russes sont en train de perdre. Les Ukrainiens sont à 5 minutes de Moscou. Répète après nous. Puis le gars, il dit, non, mais attendez, excusez-moi, mais j'ai fait des études, je suis quand même, j'étais dans les services secrets suisses, j'ai été représentant de l'OCDE, je suis historien, j'ai écrit des bouquins là-dessus. Les Russes, non, ils ne sont pas en train de perdre. Vous êtes à peu près comme Hitler dans le bunker, qui croyait qu'il y avait des divisions, je ne sais pas d'où, qui allaient venir le sortir de son bunker. Eh bien, on est exactement dans la même logique. Et puis même s'il avait tort, mais bon, j'ai cru qu'on était une démocratie, j'ai cru qu'il y avait la liberté d'expression. Bah, c'est parti où là? Non, mais ce cas est vraiment exemplaire quand même de la dérive. Et ça mène aussi au fait que l'état de droit ne suffit pas. Il faut que ce soit un état de droit démocratique. Je vous rappelle quand même que le Troisième Reich était un état de droit. Un droit inique, mais c'était un état de droit. Il y avait des procédures. Il y avait ce Chrysler là, qui hurlait, là, qui condamnait tout le monde. Mais il y avait au moins une procédure. On se fout de la gueule de la justice moyenâgeuse. Mais il y a une procédure. Avant d'envoyer les pommes pourries sur le gars qui est au pilori, il y avait des procédures avant. Elles étaient iniques, je veux bien, l'Inquisition, c'est pas génial, mais il y avait au moins une procédure. Là, de nos jours, tu es condamné. Déjà, d'abord, sur Internet, sans que tu aies même commis quelque chose de pénal ou quoi que ce soit, il y a un shitstorm qui part, on te détruit économiquement, socialement. Moi, j'ai vu des gars mais sombrer complètement dans l'alcoolisme et la dépression. Pour une phrase malheureuse sur Twitter, sans qu'il y ait un élément pénal. Une condamnation, quoi que ce soit. Le type, c'est comme si c'était l'ennemi public numéro un. Moi, j'ai vécu. J'ai été, quelques fois, de manière assez réjouissante, l'ennemi public numéro un. Je peux vous dire, au début, quand tu n'as pas l'habitude, tu ne sais plus comment tu t'appelles. Une fois que tu as l'habitude, ça va. Tu te dis, ils ont besoin de moi. Comme le silence des agneaux, ils ont besoin de Hannibal Lecter, donc Infrarouge avait besoin de Freisinger. Le rôle de Hannibal Lecter, tel méchant, bon. Et puis finalement, avec eux, l'audimat il montait, donc il fallait du Freisinger pour faire monter l'audimat, ça va bien. Donc on était gagnants. Bon, après, tu as de la peine à te débarrasser de l'image, ça c'est plus... Quand tu as quitté la politique, tu t'aperçois que, oui, toi tu l'as quitté, mais elle t'a pas quitté. Là, c'est le problème. On voit les ingérences dans les élections. Alors chaque fois, il y a une ingérence des Russes, qu'on n'a jamais vue. Hein. Le tribunal en Roumanie vient de décréter qu'il n'y a jamais eu d'ingérence russe dans les élections roumaine au premier tour, donc Georgescu était candidat légitime pour le deuxième tour. Mais, alors pourquoi ils ne refont pas le vote? Je ne comprends pas là. Parce qu'on nous avait dit qu'il y avait une ingérence russe. Ah non, il n'y a pas eu. Et c'est le tribunal suprême, donc roumain, qui le dit. Donc ce n'est pas des inventions. Ben non, il n'y a rien qui se fait. En Moldavie, ils ont intervenu, ils faussent les algorithmes sur Internet. Vous avez vu les millions qu'ils ont mis pour se débarrasser d'Orban. Et là, je ne suis pas si sûr qu'Orban n'aurait pas joué un coup pendant, et puis que le gars qui vient derrière, il y avait peut-être un arrangement, parce que son programme ressemble quand même fichtrement à celui dont il vient de se débarrasser. Et je suis quand même très étonné. Donc, mais il devrait plus encore jouer le cinéma, parce qu'il faut d'abord qu'il récupère les milliards qu'ils lui doivent. Parce que si maintenant il fait un peu trop le mariole, il ne va pas les avoir, les milliards. Et puis les Ukrainiens ne vont peut-être pas faire recouler le pétrole russe. Maintenant, c'est encore à savoir si les Russes vont livrer du pétrole. Hein. Parce qu'ils commencent aussi à en avoir un peu le ras-le-bol, ceux-là. Bon, destruction des patries. Comment tu fais? Bon, la migration. Je suis désolé si des gens trouveront ce terme inadapté, le remplacement, grand remplacement, petit remplacement, il y a un remplacement. Alors, si on arrive à intégrer dans les petites communautés, ça peut fonctionner, etc., ça peut jouer. Ça peut jouer. Bon, moi, j'ai rien contre l'immigration, mais j'ai contre la manière dont c'est pratiqué. Donc, tu ne laisses pas rentrer n'importe qui, n'importe comment. D'accord? Dans n'importe quel club, il y a des règles, tu peux refuser certains, parce que tu te dis, non, celui-là, il va se mettre le péchi, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est comme le poulailler qui a voulu intégrer un nouveau, là, qui est venu, puis il voulait absolument être intégré. Et puis, toutes les poules ont voté à la majorité de l'intégrer, parce qu'il avait l'air très sympathique. Et puis, bientôt, il n'y avait plus aucune poule pour applaudir, parce que ils avaient intégré le renard. On en arrive à ça. Donc, la migration,
elle affaiblit quand même la cohésion. Je vois, par exemple, dans les salles de classe, là je l'ai vu de la manière la plus patente. Dès le moment où vous avez un nombre de gens qui ne maîtrisent pas la langue, qui dépasse, je dirais, environ le tiers, dès que ça dépasse le tiers, vous n'avez plus à gérer. Et puis ensuite, vous mettez encore tous les cassos, tous les problèmes d'hyperactivité, enfin, il y a tant de syndromes maintenant, on n'arrive même plus à les compter, donc il vous faut quasiment avoir fait des études complètes de psychiatrie, de psychologie, etc. En plus d'être enseignant, vous ne gérez plus rien, c'est le chaos. Donc, si vous voulez avancer avec un certain niveau d'enseignement, la marge, disons, dans laquelle ça se situe l'acte d'enseigner doit être environ là. Vous ne pouvez pas avoir que des génies, vous ne pouvez pas avoir que des faibles, donc vous avez toujours un mélange. Mais quand le delta il est comme ça ne va plus. Donc vous avez là 4, moi j'ai vu une classe, je suis allé visiter, il y a 4 Érythréens, ils ne pipaient pas un mot de français. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Envoie-les dans les classes spéciales, tu leur fais apprendre les rudiments du français, après une année ou deux, tu les mets dans les classes normales, et puis ils sont intégrés. Mais on ne fait pas ça. Ils foutaient quoi là? Ils foutaient rien. Ils ne comprenaient rien. Puis c'est pas là qu'ils apprennent. Il faut leur enseigner ça. C'est un travail pour leur faire apprendre cette langue. C'est pas évident pour des Érythréens d'apprendre le français. Donc, il faut mettre les moyens. Alors, si vous voulez avoir tout ça, il faut se donner les moyens. C'est comme pour les infrastructures. On a des infrastructures pour 7 à 8 millions, et puis on est 9,3 millions déjà. Donc, on n'a pas les infrastructures qui ont suivi. Alors, c'est quoi ça? À un moment donné, il faut savoir. Soit on bloque et puis on fait moins rentrer, on sélectionne mieux, en fonction des besoins aussi de notre économie, hein, quand même. Ou alors on développe les infrastructures à mort. Alors, bonjour le paysage. Parce qu'à un moment donné, la Suisse, franchement, est petite, et puis la moitié du territoire, en tout cas, c'est couvert de montagnes. Donc c'est pas génial, quoi. On n'est pas les États-Unis, un pays d'immigration, par définition. On est trop petit, parce que 42 000 km². Donc c'est pas génial. Il y a la censure, évidemment, certaines idées. Il y a la coercition, le wokisme. Le wokisme, il faut réveiller les gens. Oui, mais les réveiller à quoi donc? Attends, c'est quand même les réveiller. Donc, et puis quand on voit ce qu'ils ont comme thèse, on se dit, moi je préfère continuer à dormir. Et on globalise le principe du nomadisme. Un nomadisme, c'est-à-dire qu'une sorte d'anonymité, de mouvement. Tu es progressiste parce que tu progresses. On ne te dira pas vers quoi. Il faut bouger. C'est le bougisme. Il faut que ça bouge. Comme tu vas dans une disco, tu ne peux pas causer avec les gens, personne ne s'entend, tout le monde se fond la gueule encore quand le plafond il prend feu, hein, mais il faut que ça tourne. Bon, ben, ça devient une danse de la mort. Hein, donc je veux dire, c'est pas génial. On tourne en rond, et toujours dans l'idée que plus je bouge, plus je suis vivant. Mais non, je connais des gens qui bougent peu, mais ils sont très vivants. Je veux dire, moi ici, je n'ai pas besoin de faire un Kazachok ici devant pour... je suis déjà assez expressif comme ça, donc j'ai intérêt à rester assis, parce que sinon vous allez prendre peur. Donc, tant que je suis assis, ça va. Donc, bref. Il n'accepte pas que la matière a des limites, que tu ne vas pas pouvoir, malgré le transhumanisme, transhumanisme, transmachin, tous les trans là qu'ils ont inventés, tu ne peux pas échapper à certaines règles fondamentales. Je me souviens d'une scène hilarante, mais j'étais à Arena, Deutsche Fernsehen, à la télévision suisse allemande. Et puis le gars, il vient, il se plante devant moi, il me regarde dans les yeux, donc le speaker, Glotz, puis il me dit, Monsieur Frasinger, c'est la minute de la vérité. Puis moi, je ne regarde jamais cette émission, donc je dis, c'est quoi ce truc? C'est quoi? Mais vous regardez jamais Arena? J'ai dit, non, attendez, je ne vais pas me faire sucer le cerveau quand même. Elle est mal pris. Mais bon, je dis, Monsieur Frasinger, qu'est-ce que vous avez contre les homosexuels? Je dis, mais rien du tout. Je suis un grand fan des homosexuels. Il n'y a pas plus grand fan que moi, défenseur total de la cause homosexuelle. Le gars, il me regarde, il dit, non, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Vous êtes toujours là à défendre la famille hétérosexuelle et tout ça. Mais oui. Oui, mais alors, vous voyez bien. Ben, comment ça, voyez bien? Vous n'avez rien compris. S'il n'y a pas un homme et une femme qui se mettent sous la couette et qui font ziggy, où ils sont les homosexuels? Il n'y en a plus. Il était scié. Le gars était scié. Il était scié. On va prouver le contraire. Donc, en défendant la famille hétérosexuelle, je défends l'existence des homosexuels, si on n'en a plus. On n'en a plus.
Soyez conscients de cela. Vous faites un grand travail pour l'homophilie. Bon, bref. Le transhumanisme, donc, a des limites. Vous n'échapperez pas tant que vous êtes dans le domaine des atomes. Vous ne pouvez pas commencer à dire, parce que le gars, il se met un peu de rouge à lèvres, tape des opérations et tout ça, tout à coup, c'est une femme, l'autre, la femme, c'est un homme. Non, non. Dans chacune de vos cellules, madame, vous êtes une femme. Dans la moindre de vos cellules, c'est une cellule féminine. Et vous, c'est une cellule masculine. Ensuite, il peut y avoir des équilibrages, des hormones, tout ce qu'on veut. Mais au niveau des cellules, c'est un fait. Il y a principe masculin, principe féminin. Mais de dire ça, c'est criminel de nos jours. Alors que franchement, je peux le prouver. C'est scientifiquement avéré. Et on n'a pas le droit. Parce que les faits sont fachos. Le narratif est la vérité. Rappelez-vous de ça. Et je vous rappelle encore quand même, pour terminer sur l'Occident, Camus qui disait « Un homme, ça s'empêche ». Dans Le Premier Homme, donc le livre sur son père, et quand son père il voit qu'on maltraite la Dofélaga, on les torture, il est révulsé et il dit « Un homme, ça s'empêche ». Et cette phrase, c'était la phrase qui... Depuis que j'ai lu Camus à l'école normale, quand j'étais jeune, cette phrase, elle m'est restée. « Un homme, ça s'empêche ». Et quand on traite des gens comme moi de Neinsager, c'est qu'un homme s'empêche. Oui, je dis non. Oui, je dis non à certaines choses, c'est vrai. Je dis pas oui à tout. Et c'est ça ma dignité. Et c'est ça qui va garantir la dignité des autres. Parce que je la prends en compte et je dis non parce que il me tient à cœur que la dignité de mes proches, elle soit respectée. Mon prochain, il a sa dignité et elle doit être défendue. Et pour ça, il faut que je sache dire non à un certain moment. Rappelez-vous l'expérience de Milgram. Il y a 60% qui ne disaient pas non. C'est ça les criminels, ce n'est pas ceux qui disent non. En face, il y a des anciennes civilisations, il y a l'arbre encore enraciné, en gros les BRICS, qui défendent étonnamment ce que, pour moi, l'Occident aurait dû défendre, devrait défendre, pourrait défendre, c'est la multipolarité. Donc, c'est la fin du néocolonialisme. Bon, on a déjà vu la France, elle a perdu la France-Afrique, donc ça c'est une bonne chose. Parce qu'ils finançaient les islamistes, et je le sais par des Africains eux-mêmes, ils finançaient les islamistes pour avoir une raison d'être stationnés sur le territoire du Burkina Faso, du Tchad, etc., et du Niger. Donc, et là, maintenant, les Russes, eux, ils sont arrivés, alors, eux là, comment ils s'appellent, là, les Wagner, eux, ils font de l'or. Alors, ils règlent le problème des islamistes. Il y a un aspect civilisationnel dans la Russie, l'Iran et la Chine. Regardez bien, l'Iran, la Russie et la Chine. Des vieilles civilisations. L'Iran, très ancienne. La Chine, encore plus ancienne, je crois. Est-ce que la Chine est plus ancienne que l'Iran? Ouais, c'est à peu près la même chose. C'est quelques millénaires avant Jésus-Christ. Et les mollahs, c'est juste un glacis sur la pointe de cette énorme pyramide. Évidemment. Mais comme le communisme, c'était juste un glacis sur la Russie millénaire. Et que Staline, quand il a voulu sauver la Russie en 1941, lors de l'opération Barbarossa, il en a appelé quoi? Il a remis en place les popes, les églises, et il en a appelé à la défense de la Sainte Russie. Lui, le communiste, pour qui la religion, c'était de l'opium pour le peuple. Voilà ce qu'il a fait pour sauver la Russie. Ce n'est pas le communisme qui a sauvé la Russie. Il en a appelé la Sainte Russie. Donc je vous rappelle quand même que ça, c'est fort. Et regardez l'Iran, comme il résiste actuellement. Oh, bon, ben, c'est quand même incroyable qu'il l'eût cru. En tout cas, pas Trump. Il aurait mieux fait de lire, hein, d'aller voir le code Hammurabi, d'aller le chercher un peu dans le passé. Le socle sur lequel le présent se construit, c'est quand même l'histoire. Et le wokisme, c'est de faire table rase de l'histoire, de la réécrire. Mais si vous réécrivez l'histoire à la sauce du présent, vous n'allez pas tirer les leçons qui s'imposent du passé. Vous allez répéter ad aeternam les mêmes erreurs. Et vous allez, comme il fait Trump, il utilise toujours le même moyen. Il répète, c'est les fous qui font ça. Ils croient qu'en utilisant le même moyen, on va obtenir un résultat différent. Mais non, il faut changer de stratégie. Moi, je ne sais pas, vous êtes en train de bricoler, ça ne va pas d'une certaine manière, vous allez essayer autre chose. Vous n'allez pas éternellement répéter le même truc si vous avez vu que ça ne fonctionnait pas. Non, on en est là. Il y a une certaine cohésion dans ces cultures-là. Et je vous rappelle, je vous avais dit avant que pour les Américains, c'était le poker menteur. Pour les Russes et les Iraniens, c'est les échecs. Ils jouent aux échecs. Alors des fois, il faut bouffer des pièces. Mais le but, c'est pas de bouffer des pièces. Le but, c'est maths. Il ne faut pas oublier le but. Donc, s'il vous faut bouffer beaucoup de pièces, ça, ils sont en train de faire en Ukraine actuellement, ils bouffent beaucoup de pièces. Bon. Mais ce n'est pas nécessaire. On peut aussi trouver d'autres moyens. Donc, les Russes sont toujours ouverts à trouver d'autres moyens. Mais le but, c'est quand même échec et maths.
Les Chinois, c'est encore mieux, c'est le Go, le jeu du Go. Tu ne bouffes pas de pièces. Tu dois tellement aimer ton adversaire, tu l'embrasses qu'il ne puisse plus bouger. C'est typiquement les Chinois. Vous avez vu les 3 jeux, combien ils sont révélateurs de la civilisation qui les porte. C'est quand même assez extraordinaire de constater ce fait-là. Et la Suisse dans tout ça? Eh bien la Suisse, elle a hérité elle a utilisé d'abord l'espace. L'espace vertical, les montagnes, le réduit alpin, je vous rappelle, qu'on a construit entre 1941 et 1943. Elle s'est enterrée, ce que sont en train de faire, qu'ont fait aussi les Iraniens. Ils ont aussi des montagnes et ils se sont enterrés. Et nous, on avait fait la même chose. Ça a l'air fonctionner. Ce qui, à mon avis, a marqué le plus la Suisse, c'est étonnant, ça, ce n'est pas des victoires. C'est 2 défaites. Et les 2 défaites ont été significatives parce qu'elles ont permis à la Suisse de tirer une leçon essentielle. La première, ça a été en 1444, Sankt Jakob an der Birs contre les Armagnacs, dirigé par le futur roi de France, Louis XI. Ça, 1500 Suisses contre 30 000 Armagnacs. Ils ont fait tellement de dégâts, ces 30 000, que finalement, il a préféré faire la paix avec les Suisses, et puis il n'a pas envahi la Suisse et il s'est tiré. Donc ces 1500 se sont sacrifiés, parce que c'était une opération de suicide, quoi. Ils ont été massacrés, finalement, mais ils ont tué 3 fois plus de soldats en face que ce qu'ils étaient. Et donc, Louis XI, qui était quand même un roi intelligent, puisqu'il a eu la peau finalement et je pense que c'est là qu'il s'est dit, il faut que j'envoie Charles le Téméraire se casser les dents sur les Suisses. Louis XI. Et donc, il s'est dit, si pour 1500 hommes, j'ai perdu les 4000 bonhommes, nom de chien, si j'entre dans le dispositif et que je me trouve face à une vraie armée suisse, purée, ce que ça va me coûter, négocions. Donc, ça nous enseigne quoi? On défend notre territoire. Pour ça, on est d'accord de donner sa vie, on tient la position et on arrive à plier l'adversaire, même s'il est très fort. Ça, c'est une leçon quand même importante. À Marignan, on est sorti du dispositif, puis on a été à faire la guerre pour les autres. Alors finalement, on s'est désunis, la moitié des Suisses se sont retirés la veille de la bataille, l'autre moitié se sont battus contre une armée où il y avait presque autant de Suisses que de leur côté, et finalement ils se tapaient dessus entre eux. Bon, à Marignan, on a compris, on s'est dit non, c'est bon. On revient à nos frontières, comme l'avait dit Nicolas de Flue, stecket den Zu nicht zu weit, ne pas faire l'espace trop grand, et puis restons chez nous et défendons ce que nous avons, notre territoire, et ça ira bien comme ça. Alors nous sommes entre 2 blocs. Nous avons le choix, d'un côté, les pseudo-démocraties dysfonctionnelles, les mères castratrices, dans laquelle nous vivons. C'est carrément des mères castratrices. Donc, on va s'occuper de vous. Nous savons ce qui est bien pour vous. Nous sommes soucieux de votre bonheur. Croyez-nous. D'accord. On a compris. Ou alors les régimes autocratiques, efficaces, quelque part quand même efficaces. Les Chinois sont efficaces, les Russes aussi. Mais c'est un certain paternalisme. Alors là, c'est plutôt le pater familias. On en revient un peu à une sorte de paternalisme par rapport aux mères castratrices. Donc on est quelque part coincé entre ces 2 blocs. Et nous, on a une exception. C'est qu'on a la neutralité. On avait. Bon. Pourquoi la neutralité est-elle importante? Parce que la neutralité, c'est être du côté des victimes. Tu ne vas pas venir là et distribuer des bons et des mauvais points. Franchement, est-ce que les gars du Hamas, c'est des anges? Non. Est-ce que les Israéliens sont des anges? Non plus. C'est qui le bien, le mal? Bon, mais il y a beaucoup de victimes. Et là, nous, on peut faire les bons offices. On peut travailler sur l'humanitaire. On a la Croix-Rouge. On a plein d'éléments qui nous rendaient crédibles. Et alors là, il a fallu qu'on ait une valaisanne d'une grande envergure internationale qui s'appelle Viola Amherd et qui nous a fait une conférence du Bürgenstock où on invite que les Ukrainiens et les affiliés, les Russes, pas vus. Et puis, on appelle ça une conférence de la paix. Alors ça, j'ai rarement vu faire la paix avec un seul camp. Donc, fait la paix parmi, de toute façon, oui, on n'est pas en guerre. Ou puis alors, Cassis, Fragola et Cassis, que j'ai côtoyé au Parlement, alors lui, il a fait une conférence de la reconstruction de l'Ukraine au Tessin il y a 3 ans. Ben, attends que tout soit cassé avant de vouloir reconstruire. T'es con, machin, merde. Donc, ils vont reconstruire, ils n'ont encore pas tout cassé. Donc, ça, je veux dire, c'est complètement fou. Et on a l'exemple finlandais. Regardez voir les Finlandais. Ils vivaient en bonne entente et en paix avec les Russes depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ils profitaient les deux économiquement. Le tourisme de Carélie et tout ça, c'était... Franchement, il n'y avait pas de raison
Et tout à coup, ils ont décidé d'adhérer à l'OTAN, de plus être neutre. Alors maintenant, ils chient aux culottes. Maintenant, ils ont peur. Parce qu'en cas d'une déflagration, et les Européens, comme ils sont en train de causer, ils imaginent, effectivement, bêtement faire la guerre à la Russie, les premiers qui vont se ramasser des missiles, c'est les Finlandais. Ils sont en première ligne pour ça. Ils ont détruit tout le tourisme de Carélie, ils ont des entreprises qui portent en chômage, l'économie du pays va mal, mais c'est quoi ces mazos? Et il suffit de rester neutre. La neutralité est un excellent moyen de protection. Vous êtes neutre, vous êtes utile à tout le monde. On ne va pas vous demander... Est-ce que vous croyez que vous allez pouvoir... Il y a deux ours qui se battent. Moi, je ne vais pas me mettre au milieu. Hein. C'est quand même... L'écureuil au milieu. Écoutez, les gars, si vous n'arrêtez pas, je vous casse la gueule. Oui, d'accord. On a le fédéralisme. L'équilibre des forces, c'est-à-dire que c'est vrai que ça peut être étonnant de se dire que Zurich, avec 2 millions d'habitants, 1,5 million, 1,8 million, quelque chose comme ça, et puis Uri, ils ont 2 représentants dans la Chambre des cantons. Ça semble choquant, on dit, enfin, l'égalité. Non, mais parce que nous ne sommes pas une république, nous sommes une confédération, avec des petits États qui ont délégué un certain pouvoir à la confédération. Puis le reste, ils restent indépendants. Par exemple, j'avais l'école, la police, etc. Il n'y avait pas à Berne quelqu'un qui pouvait diriger par-dessus ma tête, me dicter ce que je devais faire avec l'école valaisanne. Donc il y a une certaine souveraineté là-dedans. Le fédéralisme, en plus l'avantage, c'est qu'il crée un équilibre entre les villes, l'urbanisme et les campagnes. Donc c'est vraiment une sorte de rééquilibrage des forces par rapport au Parlement, au Conseil national, où c'est par rapport à la population. Là, vous avez 35 Zurichois contre 8 Valaisans, par exemple, des choses comme ça. On a la souveraineté, ouais, si on veut bien, il faut en faire usage. Et dès le moment où on baisse les culottes au premier contour, et puis qu'on achète des F-35, qui sont des bombardiers d'attaque, pour aller bombarder les Russes à hauteur de Munich, quand ils envahiront l'Europe, c'est le chef de l'armée qui me l'a dit. J'étais assis en face de lui, je fais toujours des traductions simultanées à Badorn, il était assis en face, et je lui demande, mais pourquoi le F-35 ? Le Gripen aurait suffi pour faire la police des airs. De toute façon, si vous avez une guerre, en 24 heures, il n'y a plus un avion dans l'air. Il me dit, ça c'est vrai. Je dis, mais alors pourquoi on achète des machins aussi chers, bombardés d'attaques qui peuvent transformer des têtes nucléaires ? Il met les gaz à Genève, il se retrouve en haut à Hambourg. Ah, c'est pour aller bombarder les Russes au moment où ils sont... Parce que le concept des frontières, c'est suranné. La défense moderne, c'est la défense intégrée. Donc, voilà. C'est un espace de défense. Et j'ai dit, puis vous avez demandé aux Allemands s'ils sont d'accord de voir le Deutsche Museum bombardé par les F-35 suisses, parce qu'il y a des Russes qui sont autour. C'est quoi ce bordel ? C'est le chef de l'armée, Susli. Mais quand vous avez un chef de l'armée qui s'appelle Susli, vous dites déjà, il y a comme un problème. Hein ? Et nous avons la démocratie directe, le socle sur lequel tout cela est construit, c'est-à-dire que, eh bien, chez nous, il y a quand même encore le peuple. Mais, et ça, j'ai déjà dans le remède suisse, c'est un des dangers que j'ai énoncé quand j'ai écrit ce bouquin il y a une dizaine d'années. Je disais, dès le moment, mon père disait toujours, si les rois s'étaient comportés comme des rois, ils seraient encore rois. Et là, on peut dire, si le souverain fait son office de souverain, est à la hauteur de sa noble fonction de souverain, il restera longtemps le souverain. Mais s'il n'est plus en mesure de faire cela, si cette conscience civique s'affaiblit, eh bien la pyramide, aussi solide soit-elle, elle va s'effondrer sur elle-même. Parce que la base doit être solide. Sinon, si elle s'effrite, c'est le seul moyen que vous avez de détruire un triangle. Un triangle isocèle, c'est très difficile à déséquilibrer. Surtout s'il est bâti bottom-up. Dès le moment où ça s'effrite, ça s'effondre sur soi-même. Et ça, c'est le grand danger que nous courons. Les 4 principes que j'ai énoncés maintenant sont mis à mal par un accord institutionnel qu'on va nous vendre comme bilatéral 3. On se fout de ma gueule ou bien. C'est un accord institutionnel. Ce n'est pas des contenus qu'on reprend, parce que les contenus, on peut les reprendre. C'est le mécanisme qui est déterminant par lequel on va reprendre ces contenus. Et c'est ce mécanisme qui ne va pas dès le moment où l'arbitre final, ce n'est pas cette commission bipartite dont tout le monde se moque, c'est la Cour de justice européenne. Et elle votera selon la loi européenne, et donc nous nous soumettons à cette loi-là, et au décompte final, eh bien, nous allons devoir payer une amende si on vote quelque chose qui n'est pas adoubé par la Cour européenne de justice. Ce qui veut dire, vous pouvez aller voter,
Ça, ils ont été malins, là. Ils se sont dit, si on leur dit qu'il n'y a plus de démocratie directe, ça ne va pas aller, parce que là, le peuple va se regimber. Mais si on lui dit, si, mais vous pouvez voter comme jusqu'à présent. Oui, non, mais juste une petite chose. Si ça ne correspond pas, vous allez être sanctionné. Alors, je peux déjà vous dire qu'ils vont déjà formuler de manière très claire les sanctions éventuelles, et puis vous aurez votre gouvernement qui vous dira « Non mais vous avez vu ce qu'on risque si on vote ce que vous voulez là. Alors, on ne peut pas vous imaginer les sanctions, mais ça va être terrible. » Et c'est la fin de la démocratie directe, parce que tout le monde va chier aux culottes, et puis c'est réglé. Hein, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà où on va. Et c'est ça, de manière très simple, j'ai expliqué le mécanisme. Il n'y a pas besoin d'avoir lu les milliers de pages à la con, avec les... Non mais vous avez vu c'est un fatras, et le seul parti qui a lu tous les articles, c'est l'UDC, parce qu'ils ont vraiment voulu aller au fond du truc. Et moi, je fais les traductions simultanées, donc je suis toujours très bien informé. Parce que oui, tu dois traduire les trucs, et les conférenciers de haut niveau, c'est fantastique. Celui qui retient le plus de ces mots, c'est le traducteur. Parce que toi, tu es obligé d'être attentif du début à la fin. Les autres, ils peuvent dormir, peuvent sortir, fumer des cigarettes. Toi, non, toi, tu es là. C'est sûr. Donc, l'accord institutionnel, le mécanisme, et ça touche des domaines qui sont essentiels. Alors, ils nous disent, oui, mais c'est pas encore... On essaye toujours de nous raconter, comme on nous avait dit, quand on a accepté la libre circulation des personnes, ils ont même fait une étude scientifique d'un docteur, un professeur qui nous a dit, il y aura entre 8 et maximum 10 000 personnes par année qui viendront en Suisse. Ouais. On en est à 80 000 en moyenne. Il y a eu des années à 140 000. Et ça fait que maintenant, depuis que la libre circulation existe, ça fait passer 2 millions de personnes qui sont entrées. Alors, j'ai rien contre ces personnes. J'ai rien contre l'immigration. J'ai juste contre les mensonges, hein, les bobards qu'on nous raconte pour nous faire avaler les couleuvres, et puis contre une immigration qui n'a pas de garde-fou. Tu ne peux pas faire rentrer n'importe qui, n'importe comment, avec le cousin, l'arrière-cousin et machin. Et si on dit oui à cet accord cadre, vous avez vu qu'on va, on va reprendre l'histoire de la citoyenneté européenne. Donc ça nous fait une... Mais on va être submergé. Jusqu'au moment où la qualité de vie et l'économie suisse éventuellement s'effondrent, alors là, plus personne ne voudra venir en Suisse. Quand on sera dans la merde comme les autres, alors là, évidemment, on n'attirera plus personne. Voilà ce qui nous pend en nez. Hein, c'est facile. C'est la fin des 4 principes que j'avais énoncés. Si nous disons oui, c'est la mère de toutes les batailles. Rappelez-vous bien ça. Ils vont venir après les élections. Ils ne vont pas venir avant parce que ça serait faire un cadeau à l'UDC. Donc ils vont quand même pas faire. Donc ils vont venir après. Ils vont venir en 2028. Mais ils vont venir avec ça. À moins que l'Union européenne pète en morceaux avant. Ce qui n'est pas exclu. Hein. Par les temps qui courent, on pourrait tout à coup voir ça arriver. On ne sait pas. C'est un combat existentiel pour l'existence de ce qu'est la Suisse fondamentalement. Alors voilà. Je vous lis quelques extraits d'Animalia, juste pour vous montrer que même quand la situation est extrêmement triste, on peut quand même en rire. Alors ça, c'est une dystopie, du style... J'avais lu Aldous Huxley, Philip K. Dick, George Orwell, Ray Bradbury, Fahrenheit 451, tous les bouquins, je pense que vous connaissez. Et ce qui m'a gêné, c'est que chaque fois que je lisais ces bouquins... j'ai fait une fois une erreur fondamentale, c'est que j'ai lu La nausée de Sartre, 1984 de George Orwell et le procès de Kafka à la suite. J'ai failli me sauter du train. Je déconseille à tout le monde de faire ça. Donc il y a quand même des auteurs, il ne faut pas cumuler. Hein. Vous en lisez un, puis après vous lisez peut-être, je ne sais pas, moi, Barbara Cartland pour mettre de nom. Mais il faut juste sortir du trou. Je me suis dit, il doit être possible de faire une dystopie marrante. On se fout de la gueule du système. Alors, c'est vrai que l'idée m'est un peu venue par le bouquin Animal Farm de George Orwell. Sauf que là, il n'y a vraiment pas d'être humain, ça se passe dans la jungle. Donc il y a les buveurs d'âme du mont Kibo, sur le Kilimandjaro, qui veulent transformer la jungle en jardin. Alors, c'est pas triste. Je vais vous lire juste quelques extraits, mais vous allez voir. Alors là, c'est sur les médias d'abord. Le roi des ondes, un babouin cynocéphale appelé Jéricho, était justement occupé à haranguer les collabos rédactionnels de la ménagerie bruyante et tapageuse. Son air de chien aux abois cadrait parfaitement avec ses propos. « L'heure est grave, fit-il. Et ce qui est grave doit être gravé à jamais dans le subconscient collectif. Pour y parvenir, il faut que nous rendions visible la menace invisible. Elle transgresse toutes les frontières. » Là, il parle du Covid. Transgressons-le avec elle. Elle n'a pas de limite, nous non plus.
Elle inspire la crainte, nous aussi. Épousons l'invisible pour lui donner un corps, l'innommable pour lui donner un nom, le mutisme pour lui donner une voix. Déferlons sur la jungle audio et la savane visuelle comme un troupeau de gnous en rut. Enjambons tous les obstacles ou passons-leur au travers comme la corne du rhinocéros fend l'air. Osons singer la vérité, ce qui exige de nous d'optimiser, de stéréotyper et de polycopier la communication en l'animalisant. Du correspondant frappadingue, un rhino renifleur et rôdeur, à Informatrix, la grue omnisciente, de l'aigrette ardoisée, une gazette de bureau, au cormoran buvard, un copiste ayant oublié d'être moine, toute l'assemblée fit entendre des cris enthousiastes à ces paroles. Jusqu'à ce jour, poursuivit le babouin d'un air de plus en plus canin en raison du chien qui le percutait de l'intérieur, nous étions condamnés à faire du ramdam pour une raison précise, pour quelque chose de concret, ce qui était ennuyeux et débilitant. Désormais, nous allons enfin pouvoir faire tout un ramdam pour rien. À partir de rien, nous serons tout. Le programme est annoncé. Mais ça va plus loin, mais je résume un peu quand même. Ici, c'est entre la théorie et la pratique. La théorie est une chose, la pratique en est une autre. Ce n'est que dans son application qu'une théorie se révèle bienfaisante, maléfique, ou tout simplement réalisable ou pas. D'ailleurs, l'enfer est pavé de rêves paradisiaques qui se transforment très vite en cauchemars effrayants dès qu'ils sont mis à l'épreuve de la réalité. D'abord parce que la théorie, en particulier sociétale, se suffit dans le grand geste, le mouvement ample, l'intention généreuse, alors que la réalité fait ressortir un diablotin de chaque détail oublié ou négligé dans l'énoncé du grand jet initial. C'est ce que découvrirent les concepteurs de la nouvelle ingénierie sociale qui s'employèrent à sculpter la psychologie des masses comme un bloc de marbre, alors qu'il s'agissait d'une motte de beurre faisant tache en fondant au soleil. Dans Animalia, seuls les vrais ingénieurs de l'invisible, quelques artistes rebelles, surent rester dans l'imaginaire, où ils sculptaient des caractères et des paysages plus vrais que nature, mais jamais réductibles à celle-ci. Tout cela accompagné d'un mutisme reposant et salutaire. Les recétologues du nouvel ordre animal, en revanche, éternels insatisfaits de l'état du monde, exigeaient de la réalité qu'elle justifiât leur vision et en confirmât la justesse. Se refusait-elle à cette exigence, elle était brutalement rappelée à l'ordre, car l'esprit, se considérant supérieur à la matière, il se devait de triompher d'elle, dans tous les cas, mort comprise. Ce triomphe consistait à figer une fois pour toutes les fluctuations rebelles de la jungle, si bien que celle-ci se mit à ressembler de plus en plus à une arborescence pétrifiée, dont la promesse de croissance, sorte d'esquisse avortée de la vie, laissait encore deviner ce qu'elle aurait pu devenir si on l'avait laissé lui suivre librement son cours. Ainsi, la nature fut affublée d'un exosquelette constitué d'intentions louables, de planification complexe, de mécanismes de contrôle multiples, de projections téméraires et d'interdits de plus en plus sévères. Ce qui devait libérer la nature animale, désormais, l'étouffait. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre société. Vous avez vu le nombre de réglementations, vous avez vu tous les taxes que vous payez, et ça ne fait qu'augmenter. Si vous êtes propriétaire d'une maison, il ne faut pas de propriétaires, il faut des locataires. Il ne faut pas des gens indépendants, il ne faut pas les petites et moyennes entreprises qu'on a tuées avec le Covid. Il faut les GAFAM, ceux-là, ils remplissent la poche, hein, c'est sûr. Et il faut des gens dépendants. Il faut un grand prolétariat, des moutons. C'est ça, le projet de cette ingénierie sociale. Vous avez l'écureuil fouisseur qui va aller à la banque de la jungle pour retirer ses cacahuètes. Un jour, je vis une famille d'écureuils fouisseurs s'approcher du guichet de l'un des instituts usuriers les plus sérieux de la jungle des finances. Échaudé par l'évolution anarchique du cours en bourse de la cacahuète, et craignant une inflation aussi galopante que les fesses d'un zèbre s'étant assis dans les chardons, papa écureuil voulait mettre ses cacahuètes à l'abri dans son terrier. « Bonjour » dit papa écureuil à l'employé, un lépilémur à pattes blanches. Et je vous jure, ça existe. Et je ne trouvais pas mieux que le banquier, un lépilémur à pattes blanches. J'ai découvert un nombre d'animaux, le bestiaire qu'il y a là-dedans, c'est extraordinaire. Vous trouvez à toutes les sauces des défauts humains, vous trouvez un animal qui correspond. Alors, bonjour, fait le lépilémur.
C'est pour un retrait. Un retrait virtuel, évidemment. En fait, je préférerais un retrait concret. L'autre le regarda comme halluciné. Mais vous n'y pensez pas. C'est absolument impossible. Comment ça, impossible? Nous ne gérons plus que des cacahuètes virtuelles. Le réel, c'est du passé. Ça favorisait la fraude fiscale et le blanchiment d'argent, répondit le Lépilémur en se frottant les pattes blanches. Ah, et dans un autre institut, dans tout institut sérieux, on vous répondra la même chose. Plus personne ne pratique la cacahuète concrète de nos jours. C'est d'un trivial, le réel. On s'y salit les mains. Pensez à son hygiène déplorable, d'autant plus avec la peste jaunible, le Covid, qui rôde. Non, croyez-moi, l'avenir, c'est le virtuel. Bon, alors, on va pour un retrait virtuel. Quel est le motif du mouvement bancaire? C'est mon affaire, ça. Il s'agit de mes économies, après tout. Sans motif, pas de retrait, fit le Lépilémur. C'est la loi. Papa Écureuil se retourna tout retourné vers maman Écureuil et ses 3 rejetons. Il avait envie de pleurer en les regardant. Vas-y, tu peux le faire, lui dit le plus petit. Papa Écureuil se ressaisit et s'adressa à nouveau à l'employé ultra délicat en matière de règlement. C'est pour financer à mes petits un stage d'initiation au stockage de denrées solides en terrier. L'autre fit une coche dans une feuille bananière. À quelle hauteur le montant des cacahuètes virtuelles? En vérité, je voudrais solder mon compte. Impossible! Le retrait est limité à 300 cacahuètes par jour. Mais c'est mon argent! Erreur! Juridiquement, vos cacahuètes virtuelles sont la propriété de la banque à laquelle vous les avez prêtées. Mais comment ça? Ce qui vous appartient, c'est la créance, pas le bien. Bon, alors c'est en tant que créancier que je vous demande de régler votre dette. Impossible! Nous ne faisons que gérer le débit. Lui aussi est virtuel d'ailleurs. Papa Écureuil, petit épargnant honnête qui avait pratiqué le stockage des cacahuètes toute sa vie, était au bord de l'apoplexie. Alors versez-moi au moins mes 300 cacahuètes journalières, dit-il dépité. Voilà, répondit l'autre. De ses pattes blanches, il fit le mouvement de glisser un tas de cacahuètes vers lui. Mais rien là. Évidemment, ce qui est virtuel est par définition invisible. Mais ces effets invisibles, par contre, sont substantiels. Je refuse de partir les mains vides. Écoutez, cher monsieur, vous vouliez 300 cacahuètes virtuelles et je vous ai versé 300 cacahuètes virtuelles. La transaction a été effectuée correctement et selon les règles en vigueur. Mais comment est-ce que je peux savoir si vous m'avez versé le montant exact et combien il reste sur mon compte? Tant que votre compte est bon, vous ne le saurez pas. Secret bancaire. Mais alors, nous le savons pour vous. Tout est coché dans la feuille bananière centrale. Mais vous n'avez rien à craindre puisque vos profits sont virtuels. Et si vous deviez partir en faillite, eh bien, on vous rendra vos pertes. Comme s'il avait perdu la tête, l'écureuil fit un geste pour ramasser les 300 cacahuètes virtuelles que lui avait glissé le Lépilémur. Mais papa, se fit entendre le plus âgé des enfants, est-ce que l'épicier du terrier, il saura reconnaître les cacahuètes? Virtuellement oui, pratiquement j'en doute. La maman Écureuil, qui s'était tue jusque-là parce qu'elle ne comprenait rien aux finances, s'écria horrifiée. « Mais on risque de mourir de faim sur un gros tas de cacahuètes !» Ouais, espérons que la faim sera elle aussi virtuelle, répondit papa Écureuil, dépité ou plutôt débité. Voilà une des scènes d'Animalia. Je vous remercie de votre attention. Je suis ouvert à vos questions.